Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux rencontres de l'environnement automobile et bienvenue à cette première conférence de la journée intitulée « Réemploi et remanufacturing, développer le business et la satisfaction des clients au sein des ateliers de la réparation automobile ». Tout un programme. Alors, je voudrais d'abord savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de réparateurs parmi vous? Les réparateurs, pouvez-vous lever la main? Et les carrossiers? Il n'y a pas un seul réparateur? Si? Une entreprise, deux, d'accord, un peu plus, voilà. C'est la timidité qui fait que vous n'allez pas tous lever la main. Ok. Y a-t-il des professionnels, des spécialistes du monde de l'environnement automobile, des déchets automobiles? Oui, d'accord, très bien. Des centres VHU peut-être? Aussi, voilà. Parfait. Ok, très bien. Ça me permet de colorer un petit peu, de savoir un petit peu quelles seraient vos éventuelles attentes. Alors, et puis le niveau de connaissance aussi peut-être de ce sujet. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on attend un intervenant qui va nous rejoindre, mais on commence parce que c'est indispensable de ne pas prendre de retard sur le programme de la journée. Il est important d'abord de comprendre que le réemploi et le remanufacturing, mais surtout le réemploi, représente une vraie opportunité de business à développer dans les ateliers du monde de la réparation et de la carrosserie. Le gâteau, si on peut appeler ça un gâteau, des pièces de seconde vie, qu'elles soient d'occasion ou remanufacturées, ce gâteau il est en train de se distribuer aujourd'hui. C'est donc un marché émergent et l'offre progresse d'année en année. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a un intérêt du monde de l'assurance, évidemment, mais pas seulement. Il y a un intérêt du consommateur et on va avoir l'occasion d'y revenir. Donc il y aura des gagnants et il y aura aussi des perdants. Les gagnants, ce seront ceux qui auront compris comment utiliser et rentabiliser aussi, parce qu'il y a la vraie question de la rentabilité pour un réparateur d'utiliser une pièce de réemploi. Et voici notre quatrième intervenant, c'est Joao Mursa. Rejoignez-nous. Je commençais un tout petit peu à échauffer tout le monde. Voilà, bienvenue. Et puis, il y a aussi les réglementations qui poussent toutes dans le même sens, puisque avec la loi AGEC de 2020, anti-gaspi pour une économie circulaire, les constructeurs auto doivent aujourd'hui gérer les véhicules et toutes les pièces qu'ils contiennent jusqu'à leur fin de vie. C'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, la REP. C'était déjà existant avant la loi AGEC, mais la loi AGEC confirme tout cela, confirmé aussi par Climat et Résilience. Vous avez tous entendu ces mots. Ils ont créé pour cela, les constructeurs, des éco-organismes ou des systèmes individuels. On peut citer Renault ou Stellantis pour leur système individuel, et on peut citer beaucoup d'importateurs pour la création d'un organisme mutuel, un éco-organisme qui s'appelle Recycler mon véhicule. Et ça, c'est tout neuf en France, puisqu'un arrêté du 20 novembre 2023 a donné le coup d'envoi, et les éco-organismes ou les systèmes individuels viennent d'être agréés au premier semestre. Alors, c'est une obligation pour les constructeurs, ça leur coûte beaucoup d'argent. Ils comptent bien évidemment en retirer des profits, ces constructeurs. Donc, ils créent des activités dédiées. Vous avez par exemple The Future is Not All, qui est une filiale du groupe Renault. Vous avez aussi Sustainera chez Stellantis. Et vous avez aussi, par exemple, toute l'activité environnement chez Volkswagen autour du programme Charteco. Mais chez Volkswagen, c'est une histoire ancienne. Ça fait très longtemps qu'ils ont créé Charteco. On a également, en dessous de ces systèmes individuels ou éco-organismes, ou à côté, des gestionnaires distributeurs, qui sont des intermédiaires, qui vont coordonner les relations entre les centres VHU et les constructeurs. Notamment, on peut citer Indra, Valeur Auto ou Trace Auto. Alors évidemment, chaque voiture hors d'usage, chaque pièce et demain chaque matériau, chaque fluide a ou aura une fin de vie organisée, tracée. La seconde vie des pièces, évidemment, est fortement favorisée aujourd'hui. Et en conséquence, les constructeurs eux-mêmes vont développer la pièce de réemploi dans leur réseau de concessionnaires. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une mise en concurrence avec le monde des indépendants, les carrossiers, les mécaniciens, toutes marques, les agents de marque, et les concessionnaires d'un autre côté qui vont vouloir capter des parcs anciens et vendre de plus en plus de pièces de réemploi. Vous voyez, donc c'est bien ça un peu notre sujet, c'est-à-dire de dire, est-ce que vous en serez, est-ce que le monde de la réparation indépendante en sera, ou est-ce que ça va continuer à vous gêner en quelque sorte de « Ah zut, faut mettre des pièces de réemploi, bon, c'est pas rentable au niveau main-d'œuvre », enfin on entend ça tous les jours. Ou est-ce que, au contraire, vous en ferez un enjeu stratégique? Les centres VHU, c'est pareil, bien évidemment, il y a un centre VHU sur deux
qui fait de la pièce de réemploi, c'est à peu près ça. Donc, il en manque 1 sur 2, si je sais compter à peu près. Voilà, donc il y a des enjeux assez colossaux. 2 tiers, 1 tiers, allez, je suis pas sympa. 2 tiers de centres qui en font aujourd'hui, donc ça progresse fortement. Et je vous propose maintenant de laisser parler nos intervenants parce que, en tant que journaliste, je me suis pas présenté, je suis journaliste pour l'Argus de l'automobile, je m'appelle Emmanuel Taillarda et je connais ces milieux depuis assez longtemps et je vois avec grand bonheur, comme nos intervenants autour de la table ce matin, que ce monde-là devient central aujourd'hui, stratégiquement dans l'évolution de la filière automobile. Et ça, c'est une grande source de satisfaction de voir que le développement durable est devenu un cœur d'activité pour tous. Voici nos intervenants donc. Alors, on va commencer par le dernier arrivant, Joao Mursa. Vous êtes chargé de métier agent et indépendant chez Mobiliance. Donc Mobiliance, c'est la plus grande organisation professionnelle de la filière aval, de l'aval de la filière automobile. Vous êtes un professionnel de l'automobile puisque vous avez fait 13 ans chez PSA avant que ça s'appelle Stellantis. Et puis vous avez également œuvré au sein du groupe Volkswagen. Et un peu de Renault. J'oubliais un petit peu de Renault. À côté de vous, Mathieu Alibert, vous êtes responsable grand compte chez Opisto. Alors tout le monde connaît aussi Opisto, plateforme de commerce en ligne dédiée à l'offre de pièces d'occasion, de réemploi. Vous réunissez sur votre place de marché donc l'offre de la grande majorité des centres VHU en France, donc les fameux 2 tiers qui font de la pièce de réemploi. Allez, moins quelques-uns. Bon. Et donc vous rendez visible, vous permettez l'accessibilité aux pièces de réemploi pour le grand public, mais aussi pour les pros, puisqu'il y a un site opisto.pro avec d'autres services également. À côté de vous, Olivier Audebert, vous êtes directeur technique et développement chez SGS. Alors SGS, c'est le leader mondial de l'inspection et de la certification. Vous êtes un spécialiste des dispositifs, enfin SGS et vous-même, spécialiste des dispositifs de certification dans le domaine de l'économie circulaire en particulier. Et vous êtes intervenant dans le domaine de l'automobile, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et à côté de vous, Patrick Poincelet, président du métier recycleur chez Mobiliance. Alors Patrick, c'est un acteur majeur et emblématique de la profession des centres VHU, ardent défenseur de ce métier dans de nombreuses instances. Et Patrick, vous militez depuis fort longtemps pour la professionnalisation de ce métier, le développement, la diversification à travers la pièce de réemploi. Et aujourd'hui, vous êtes un homme souriant parce que vous voyez que ce métier est en train de muter dans un sens extraordinairement favorable. Voilà. Alors on vous a donné, messieurs, 2 micros, donc vous allez vous les partager et je propose de traiter 4 sujets avec vous. Vue du terrain, tout d'abord, on va essayer de comprendre ce que les acteurs de la réparation pensent de la pièce de réemploi. Parce qu'il y a des idées reçues, il y a des freins, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Deuxième point, vous montrez que la filière du réemploi aujourd'hui, c'est du costaud, c'est du sérieux, c'est du très organisé. C'est plus, on ne sait pas trop ce qu'on achète, quoi. Troisième point, la croissance et la diversité de ce qu'on appelle le gisement. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de pièces de réemploi, et pas n'importe lesquelles, des pièces que souvent on ne pensait même pas exister en seconde vie. Et quatrième point, l'idée c'est de mettre en place un business rentable chez vous, dans vos ateliers, chez vous les centres VHU bien sûr, mais on se focalise vraiment sur le monde des garages. Parce que ces rencontres de l'environnement automobile sont avant tout faites pour le monde des garages. Alors maintenant que j'ai beaucoup parlé, on commence tout de suite avec vous, Joao Mursa. Vous fréquentez tous les jours sur le terrain, il est branché, il n'y a pas de souci, les ateliers de réparation. Qu'est-ce qu'on en dit dans le monde de la réparation de la pièce de réemploi? C'est un sujet dont on parle en se rasant le matin? Alors pour moi, c'est rapide puisque c'est juste les contours pour le rasage. Mais c'est vrai que ce matin, c'est vrai que vous avez un peu la carrosserie a été précurseur sur ce sujet puisque étant carrossier peintre de formation, on commençait déjà à mettre des pièces d'occasion et la carrosserie, ça avait du sens en fait parce que il y avait une histoire de disponibilité. C'était assez attractif. On se récupérait les pièces sur des centres spécialisés qu'on n'appelait pas comme ça, mais on les appelait comment à l'époque? Casseur, tu veux démolisseur. Je veux bien, effectivement, je te laisse la main. un peu, mais effectivement, on s'est appelé des casseurs. On est vulgairement des casseurs et on l'est toujours, même si on a un nom noble aujourd'hui qui est Centre Agréé VHU. Aujourd'hui, il faut plus casser, faut réutiliser. Voilà, exactement. Voilà. Joao, donc sur le terrain, comment vivent les réparateurs ce qui est devenu une contrainte d'ailleurs aussi, puisqu'il faut proposer d'opter
pour de la pièce issue de l'économie circulaire, Oui. CF, l'arrêté de 2015. Vous avez Exactement. Outre le décret, évidemment, qui incite les réparateurs à utiliser la pièce de réemploi, il y a une partie administrative qui est compliquée, mais c'est vrai que c'est surtout la marge, en fait, la problématique, parce qu'un capot acheté chez un constructeur à 1 000 €, forcément, il a une remise, il a une RFA, alors quand il l'achète dans un centre VHU, forcément, il n'aura pas le même retour en ça. En fait, c'est ça la crainte. C'est qu'à la fin de l'année, il ne se retrouve pas avec sa marge un petit peu rognée. Oui, d'accord. Trop, Il y a la ça. marge sur pièce, mais derrière, il y a quand même la main-d'œuvre pour être juste. Donc, quand on pose une pièce de réemploi, est-ce qu'on est toujours perdant ou pas? Alors, la pièce de réemploi, maintenant, elles sont particulièrement bien traitées. Et c'est vrai que l'utilisation, je pense que c'est pas vraiment le frein de l'utilisation de cette pièce, en tout cas en mécanique, puisque souvent elles sont déjà nettoyées, elles arrivent propres, elles arrivent comme un échange standard, clairement, comme un Riemann. Et donc l'utilisation se fait tout à fait naturellement. Il n'y a pas de crainte sur ça, c'est plus la partie délai, livraison, où là ils peuvent évidemment se dire, oui d'accord, mais moi la voiture elle est immobilisée chez moi. Combien de temps, une place de parking, combien ça coûte? Alors, quand on a un grand parking, tout va bien. Quand on a un petit parking, forcément, ça complexifie les choses. Donc, les réparateurs aujourd'hui ont deux craintes, la marge et le délai de livraison. Exactement. C'est ça l'idée. Patrick Poincelet, donc, est-ce que les professionnels sont plus à l'aise aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant, malgré tout? Parce qu'on voit bien que la pièce de réemploi progresse. Oui, donc je pense qu'il faut bien intégrer qu'aujourd'hui la pièce de réemploi est un produit intégré dans la recherche de produits du réparateur. C'est-à-dire qu'un réparateur, historiquement, il s'approvisionnait régulièrement sur 4 marchés. Le marché de la pièce neuve d'origine constructeur, la pièce de qualité équivalente, la pièce adaptable et la pièce remanufacturée. C'était généralement ces 4 marchés. Et quand il avait un client qu'il fallait aider localement et puis dans une façon très précise ou qui avait beaucoup de difficultés, il venait chez nous dans le réemploi. Parce qu'ils travaillaient tous. Les réparateurs ont toujours travaillé avec le métier du recyclage. Généralement, plus souvent pour eux, quand ils refaisaient un VO, par exemple, ils venaient chez nous, ils prenaient les pièces chez nous. Par contre, quand c'était pour un client, forcément, comme l'a dit Joao, pour des facilités, pour aussi des commodités. Parce que un des premiers problèmes que va vous dire un réparateur, et il y a des réparateurs à la salle, ils vont pas me contredire, c'est de dire, c'est compliqué de prendre des pièces de réemploi. Aujourd'hui, là, le produit neuf, c'est vachement, le produit neuf, de façon générale, c'est extrêmement facile de le gérer. J'ai une Clio à réparer, je donne un exemple, mais je fais pas d'exemple de marque, ou une Volkswagen ou autre. Je prends ma liste de pièces, j'envoie ça à mon concessionnaire, il me fournit les pièces dans la journée, le lendemain, ou bref, je les ai très vite. C'est très simple. La pièce de réemploi, c'est trouver le produit, contacter le client, le fournisseur. Alors maintenant, heureusement, avec nos sites, les sites qu'il y a au Pisto et les autres, simplifie quand même le flux. Simplifie énormément la vie, mais malgré tout, il y a toujours le problème de la livraison. La livraison, on peut pas, c'est du port, s'il faut du port express, et malheureusement, on est quand même toujours près de 72 heures, et des fois plus, 2 jours, 3 jours, ce qui n'est pas le cas de la pièce neuve. Donc, la problématique de la pièce de réemploi, c'est qu'il faut que le réparateur l'intègre toutes ces obligations dans son raisonnement et qu'il en parle à son client aussi. Parce que si effectivement le réparateur d'aujourd'hui et de demain veut gérer la pièce de réemploi comme un produit neuf, ça va compliquer les choses. Par contre, ce que l'on sait, c'est nous, l'histoire avec nos clients. Nos clients, ils viennent chercher chez nous une solution économique. Et le client du réparateur, il vient chercher aussi une solution économique. Rapport qualité-prix. Et une solution la plus économique. Et la grande question qu'on doit se poser, est-ce que le client qui accepte du réemploi l'accepte pour une raison bien précise au départ? Oui, est-ce que c'est par défaut ou est-ce qu'il faut savoir le vendre? Il faut savoir le vendre et lui dire, attention, si on prend de la pièce de réemploi, pas de problème, on va vous la trouver, sauf que le délai de réparation, au lieu d'être J+2, J+3, il sera J+5, J+6. Mais justement, Joao Mursa, vous qui êtes carrossier d'essence, de formation et de pratique, aujourd'hui, dans le monde de la carrosserie, c'est beaucoup mieux vécu, d'autant plus que les assureurs et les experts poussent à la pièce de réemploi. Donc, ces histoires de délai, de marge, quelque part,
on peut les gommer, au moins en partie, parce que sinon ça ne se développerait pas. Oui, complètement. C'est vrai que la partie carrosserie, les gens sont prêts à attendre sur la partie carrosserie. Ils l'étaient moins sur la partie mécanique. Mais quand on parle de prix, évidemment, là, on titille un petit peu leur oreille, et notamment le porte-monnaie. Et ces clients qui avaient des véhicules qui ont un parc vieillissant, faut pas se le cacher. 13 ans aujourd'hui, l'âge moyen du parc. Donc forcément, quand vous avez une voiture avec, qui vaut 2 000 €, on commence à vous expliquer que la pièce que vous allez mettre, elle vaut 600-700 € plus la main-d'œuvre. En neuf, bien sûr. Vous pouvez avoir la moitié du prix en pièce d'occasion. Évidemment que le client, il va écouter et il va être patient. Il aura ce côté patient de dire oui, évidemment, je vais attendre 3-4 jours. D'ailleurs, ça n'a pas l'air de modifier les ratios d'activité des carrossiers qu'on connaît, pour employer des grands mots. On sait que le délai moyen d'immobilisation d'une voiture aujourd'hui dans un atelier de carrosserie, c'est moins de 4 jours, en moyenne sur une année. Donc en fait, et dans tout ça, il y a des pièces de réemploi qui font allonger les délais de certaines réparations. Donc on voit bien que ça peut rentrer dans un flux global, la pièce de réemploi. En fait, c'est quand on parle du délai d'immobilisation, c'est pas un pare-choc qui va manquer. C'est la pièce qui est derrière le pare-choc. Ouais. C'est la petite pièce qui est derrière le pare-choc. C'est ça qui va prolonger la durée d'immobilisation d'un véhicule. Parce que des pare-chocs. Mais ça se gère manifestement. Oui, complètement. Oui, c'est quelque chose qui peut se gérer. Mais encore une fois, c'est une communication supplémentaire qui doit être faite par les réparateurs auprès du client. Et puis le client, on sait très bien que s'il a une voiture, c'est pour conserver sa mobilité. Et donc forcément, il y a cette contrainte ensuite de mobilité qu'ils ont du mal à admettre, néanmoins, qui commence à rentrer dans les mœurs. Et ce que vous disiez, c'est très important, c'est-à-dire l'âge moyen du parc circulant. Alors entre 12 et 13 ans, on sait qu'il vieillit. En France, ce parc circulant, il vieillit en France. Je vais essayer de me tourner pour quand même pas tourner le dos à tout le monde. Il vieillit en France, il vieillit partout en Europe. Et donc, quand on a un parc moyen à 12 ans d'âge, on sait très bien que les voitures, on va être rapidement contraint, et on a un tiers du parc qui dépasse les 20 ans. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire des voitures, c'est juste 2004. Donc des voitures de 2004, c'est des voitures qui sont encore très présentables aujourd'hui. Les gens veulent absolument les maintenir. C'est pour ça que le parc vieillit. Les gens ne se retrouvent pas dans l'achat de véhicules neufs aujourd'hui. Les gens ont besoin de conserver leur bon vieux diesel qui fait 5 litres au 100 et qui fait 1000 km d'autonomie, quoi. C'est vrai. Donc la pièce de réemploi, c'est porteur d'avenir, quoi. Ça appartient pas au passé, justement. Oui, c'est une pièce du passé qui appartient à l'avenir. Complètement. C'est bien, on fait presque de la poésie. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, on voit bien sur le tarif horaire aussi, ça va être important. Ces voitures qui sont un petit peu plus anciennes, elles vont aller chez les réparateurs indépendants pour lesquels je représente plus de 5000 adhérents en France, avec le syndicat de Mobiliance. Et c'est vrai qu'il y a une importance réelle de conserver ce business dans ces garages pour justement montrer qu'on sait réparer des voitures. Alors c'est vrai que le parc réparé, c'est beaucoup de diesel aussi chez les réparateurs indépendants. Mais c'est quelque chose qui s'y retrouve. Et s'y retrouve vraiment. Un autre élément, mais on pourrait en parler des heures, hein. Aujourd'hui, vous avez des offres de marques de distributeurs chez les grands groupements comme Autodistribution, Groupe Auto, Précisium, etc. Je vais citer la gamme Isotech chez Autodistribution. Loin de moi l'idée de faire une critique, mais simplement, ces gammes de marques de distribution, elles sont faites justement pour des clients qui ont des véhicules plus anciens, mais elles sont limitées à des véhicules qui vont à peu près jusqu'à 15 ans d'âge. Elles vont pas plus loin. C'est-à-dire qu'après, on fait quoi ? Et vous avez de moins en moins d'offres en pièces d'équipementiers de qualité équivalente sur des parcs anciens. Donc ça, c'est important, parce que ça coûte cher à stocker, etc. Donc la pièce de réemploi, du coup, elle vient traiter quelque part un manque. Oui, complètement. Voilà. Et d'ici 2030, le parc, l'âge moyen aura 16 ans. Donc on sera vraiment dans le thème de dire les centres VHU, il y a un vrai business à conserver auprès des réparateurs. Juste un petit complément. D'ailleurs, quand tu parles de l'âge qui progresse, alors l'âge moyen. Alors quand on parle de l'âge moyen, il faut penser quand même qu'on est sur un parc de 40 millions de voitures. Hein. Ça veut dire que globalement, 40. Si on prend les VN, rien que les véhicules, les véhicules particuliers, c'est un volume de entre 17 et 20 millions de voitures à entretenir. C'est énorme. Je vous rappelle quand même qu'on détruit qu'1,5 million de voitures par an. Donc parc à entretenir de 17 millions et 1,5 million de voitures qu'on démonte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que compte tenu de ce vieillissement de parc et cette obligation, je ne vous cache pas que même les producteurs aujourd'hui s'intéressent à la pièce de réemploi comme étant peut-être la solution et l'alternative
à leurs obligations de maintenance, puisque vous savez que de l'autre côté, ils sont quand même très attaqués sur l'obsolescence programmée. Et donc, le produit de réemploi, mais pas spécifiquement que dans l'automobile, ce sera certainement une des solutions pour pouvoir assurer la maintenance. Voilà, donc on a effectivement des enjeux très clairs, vous les comprenez tous. Je vais reprendre la main sur la télécommande. Voilà, je voulais vous montrer aussi, si je peux arriver, voilà, la progression de la pièce de réemploi. Vous voyez, dans le business aujourd'hui des assureurs et des experts, je me retourne pour pouvoir lire facilement. Voilà, Sécurité Réparation Automobile, qui est une société d'analyse statistique qui est co-gérée par les acteurs du monde de l'assurance, nous délivre des statistiques tous les ans et même 2 fois par an. Et là, on voit que sur 100 rapports d'expertise en carrosserie, en réparation collision, en 2023, on a eu plus de 15% de ces rapports qui contenaient une pièce de remploi, c'est-à-dire qui validaient un process de réparation avec au moins une pièce de réemploi. C'est un doublement depuis 2017. Donc on voit bien que le monde de l'assurance pousse très fort. Et forcément, si ça a doublé, c'est que le nombre de pièces de réemploi disponibles a également grandi, parce que sinon ça ne serait pas possible. Deuxième point, la part des pièces de réemploi dans le total des pièces remplacées, ce qui n'est pas la même chose. C'est 7,4% en 2023 et ça a presque aussi doublé. Donc on est quand même plutôt bien sur les véhicules de 5 ans et plus, hein, donc ça progresse. Et si on prend la totalité des véhicules, c'est 5%, 4,9%. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais il y a encore 5 ans, c'était 3%, à peu près, 3% du marché des pièces de rechange. Hein. Aujourd'hui, on tangente les 5, ce qui veut dire qu'il y a vraiment là, une pièce sur 20, c'est pas négligeable. Hein, c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un modèle qui commence à fonctionner. Ça m'amène à vous sensibiliser sur le deuxième point de notre... Oh là, ça va trop vite là. La parole n'est pas encore au public. Sur la filière du réemploi et la structuration des acteurs des centres VHU. Parce que quand vous êtes devant un centre VHU, quand vous êtes sur un site internet et que vous commandez, vous ne savez pas combien cette profession s'est justement professionnalisée aujourd'hui. Il faut vous montrer que c'est devenu vraiment du solide. Et là, je voudrais vous faire parler Olivier Audebert, puisque SGS est certificateur des centres VHU en France depuis 1995. Donc c'est un métier que vous connaissez très bien. C'est la certification CALICERT, donc de service. Qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui comme garantie à un professionnel qui commanderait une pièce, par exemple, cette certification ? Alors, avant de répondre à cette question, peut-être faire un peu d'histoire, raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'en effet, en 1995 et avant, les centres VHU n'existaient pas, la terminologie n'existait pas, et la réglementation autour n'existait pas. D'accord ? Donc, il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque où la profession, à travers Mobiliance, a voulu valoriser la filière du recyclage automobile et donc a travaillé longtemps, ça a pris de nombreuses années, à travailler sur comment opérer cette valorisation. Et je vais faire court. En 95 est sorti, donc en septembre 95, est sorti ce référentiel CALICERT pour justement valoriser la profession et différencier les opérateurs, on va dire, qui ne respectaient pas obligatoirement certains principes, certaines règles, et ceux au contraire qui faisaient du bon travail. Alors, en regardant l'histoire un petit peu, ce référentiel petit à petit a évolué. On en est à la 6e version actuellement du référentiel et a évolué aussi en fonction de l'évolution de la réglementation, puisque depuis le début des années 2000, la réglementation sur le sujet a fortement évolué. Vous avez cité un certain nombre de textes de loi. Voilà, donc les choses se sont structurées et le référentiel lui aussi a évolué en fonction. Donc ça sert à quoi ? Ça sert à faire une photo d'un centre VHU selon un certain nombre de critères. Tout à fait. Le principe, c'est en effet de valoriser. Alors, on n'est pas sur l'organisation, il y a des parties liées à l'organisation, mais surtout les process, les activités, les missions d'un centre VHU et d'un recycleur. Donc vous surveillez sans que ça soit négatif ou péjoratif. Non, tout à fait. Vous aidez le centre à se professionnaliser en quelque sorte. Exactement, c'est-à-dire à maintenir son niveau. Cette démarche est une démarche, en effet, où on va regarder les process. Donc, si je rentre un peu rapidement dans le détail, mais sans rentrer trop dans les détails, où en effet, on va traiter le sujet de la traçabilité
des pièces de réemploi. On va regarder tous les aspects liés au contrôle de ces pièces, tous les process aussi. Alors, on va regarder aussi des éléments liés à la compétence du personnel, leur capacité à gérer tous ces process, le stockage des pièces. Et donc, l'auditeur qui va venir chez le recycleur va regarder tous ces aspects, tous ces éléments, de manière à voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils répondent au référentiel? Et en effet, dans une logique d'amélioration continue. C'est-à-dire, en effet, il peut y avoir des écarts. Et l'objectif, c'est comment on traite ces écarts et comment on évite que ça se reproduise. Donc, on est réellement dans une logique, en effet, qui n'est pas une logique réglementaire d'inspection où c'est conforme, non conforme. On est dans une logique où on va vérifier les points. Bien évidemment, s'il y a de gros problèmes, on ne délivrera pas de certificat, c'est évident. Mais dans une logique quand même où si on considère que le centre VHU respecte ces points-là, on va être capable de valoriser son activité. Avec le recul que vous avez, comment est-ce que vous voyez la professionnalisation des centres VHU? Est-ce qu'elle est très importante? Est-ce que ça a beaucoup changé, ce métier? Oui, le métier a beaucoup changé. Alors, il a été précurseur. Il faut imaginer qu'en logique d'économie circulaire, à l'époque, dans les années 90, il y avait très peu de choses. Il y avait presque rien. Très peu de choses qui existaient. Donc, ils ont été précurseurs. La profession a été précurseur sur ce sujet. Premier métier certifié Qualicert, il me semble. Exactement. Ouais. Ça a été la Mobiliance. Quand ils sont venus nous voir dès la sortie des démarches de certification de service, ils ont voulu valoriser ce métier-là en premier. Donc, oui, précurseur. Et en même temps, ils ont bien compris qu'il fallait faire évoluer cette démarche parce que comme la réglementation évoluait, il fallait toujours chercher plus pour comment faire évoluer le métier et donc le faire reconnaître. Alors justement, on passe la parole à Mathieu Alibert pour Opisto. On parlait de la traçabilité des pièces, on parlait aussi des process de contrôle. Ça sous-entend qu'il y a aujourd'hui plusieurs qualités de pièces. Chez Opisto, vous le voyez, ça, parce que vous proposez, vous incitez les professionnels centre VHU pour lesquels vous commercialisez les pièces, justement, à faire des niveaux, finalement, d'offres commerciales. Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, alors Opisto, pour replacer un tout petit peu, donc nous on est à la fois éditeur de logiciels pour les centres VHU, c'est-à-dire qu'on va les équiper d'une solution métier avec laquelle ils vont pouvoir informatiser les pièces et pouvoir traiter toute l'activité ensuite de vente à distance. Et à côté de ça, bien sûr, on va utiliser ces données pour pouvoir les diffuser sur des sites e-commerce, différentes marketplaces, particuliers professionnels. Donc effectivement, le constat, c'est de se dire qu'on travaille avec des sociétés qui sont toutes différentes, qui ont toutes des process qui peuvent diverger, qui vont forcément converger sur certains aspects, mais pour autant, on travaille avec des sociétés qui ont plusieurs centaines de collaborateurs et d'autres où il y a monsieur, madame et 2 ou 3 démonteurs. Donc voilà, c'est des sociétés qui doivent fonctionner différemment. Il y a des mini-industries, puis il y a des mini-industriels, et puis il y a des sociétés plus familiales. C'est un métier extrêmement éclaté, ouais. Effectivement, en termes de taille de société. Par contre, on veut tous les amener au même point, c'est d'arriver à devenir aujourd'hui et demain des vendeurs de pièces d'occasion en ligne, puisqu'aujourd'hui c'est le canal principal et c'est le développement Opisto et leur vitrine pour leur permettre de pouvoir trouver des débouchés commerciaux qu'ils ne peuvent pas avoir, puisque sinon ils restent sur un aspect très local, oui. Avec de la vente comptoir. Il y a bien ces différentes qualités de pièces dont je parlais initialement, c'est-à-dire aujourd'hui on propose de la pièce impeccable, vous avez un vocabulaire. On a une nomenclature, effectivement une granularité, on appelle ça dans le jargon. Le but c'est de dire que oui, on va avoir un cahier des charges très clair auprès des centres VHU qui va pouvoir référencer aujourd'hui 3 niveaux de qualité chez Opisto qui permet justement de pouvoir attribuer ce niveau-là et toutes ces informations-là sont visibles directement par l'utilisateur qui va commander la pièce d'occasion chez nous chaque granularité doit correspondre véritablement à des caractéristiques qui sont matchées par la pièce d'occasion. Imaginons que la pièce a une petite rayure, là on va la mettre dans le 2e niveau de qualité. Si elle est complètement impeccable, c'est le 1er niveau de qualité. Tout ça, bien sûr. Alors, Opisto, et ça, c'est visible immédiatement par l'internaute. Voilà. Et effectivement, c'est partie d'un filtre aussi de recherche sur nos sites. Okay. Si vous souhaitez rechercher uniquement de la pièce d'excellente qualité, le filtre est disponible et ça va venir trier les résultats de votre recherche. Par contre, effectivement, comme le disait Patrick, on a eu l'occasion d'en discuter pendant la préparation de cette table ronde, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la pièce d'occasion, c'est dans le mix produit du réparateur, on ne peut pas la comparer avec de la pièce neuve sur beaucoup d'aspects, et notamment sur la partie
qualité, effectivement, il va parfois y avoir du travail de redressage, par exemple, sur des pièces de robe. Ça, effectivement, ça peut faire partie, de l'aspect de la pièce d'occasion et de sa commande. Donc, Patrick, sur la professionnalisation du métier, donc. Oui, voilà. Donc, comme on l'a dit, on a travaillé depuis 95 sur cette évolution métier. Ce qui est rassurant et ce qui est réconfortant aussi pour la profession, c'est que aujourd'hui, une entreprise, un centre agréé qui veut se faire agréer ou obtenir un contrat d'exclusivité avec un assureur ou avec un gestionnaire distributeur, entre autres celui de Volkswagen pour pas le citer, s'il n'est pas certifié, il n'a même pas le droit à la parole. Donc ça veut dire que il est même pas sa candidature n'est même pas retenue. Donc c'est vraiment aujourd'hui une reconnaissance. Ça c'est le premier point. Le deuxième, juste pour les pièces, je rappelle qu'avec une pièce de réemploi, il faut bien comprendre qu'une pièce de réemploi est un produit unique. D'entre deux capots de Clio, ils ne se ressemblent pas. Et chaque fois, c'est une pièce et une pièce. D'autre part, une pièce de réemploi, comme l'a dit mon collègue, ça ne peut pas. C'est un produit qui a déjà eu une vie. Donc, si vous demandez, si le carrossier recherche un capot qui a jamais pris un éclat de caillou, une porte qui a jamais pris un coup de parking, bah, ça va être extrêmement compliqué. Et si on a déjà du mal à fournir les pièces, si on doit exclure ces pièces-là et faire que des pièces premium sans rien du tout dessus, il faut acheter du neuf. Il faut acheter du neuf. Donc voilà, il faut qu'on se le donne en prérequis. Si on l'a pas intégré en prérequis, eh bien, et là, c'est pour ça qu'on en parlera un petit peu plus tard sur les évolutions qu'on doit apporter dans le comportement des assureurs, des donneurs d'ordre et autres, parce que notre produit de réemploi est un produit unique qui a déjà eu une vie. Comme un véhicule d'occasion. Ils sont tous uniques, les véhicules d'occasion. Absolument. Si je peux me permettre, juste pour compléter Mathieu un petit peu. Effectivement, je pense que notre fonction aussi, c'est de pouvoir apporter le plus d'informations sur la pièce, donc notamment des photos qualitatives qui permettent justement à l'utilisateur de se rendre compte de la qualité intrinsèque de ce produit unique. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment. Il y a une offre qui est clairement documentée. C'est ça le gros Exactement, changement avec aussi. des descriptifs, des photos, voilà, et des caractéristiques propres à chaque pièce. Et justement, c'est d'autant mieux que l'offre est en pleine croissance. Chez vous, au Pisto, vous avez mesuré donc le business que vous apporte, qui passe sur votre plateforme. Il est en croissance énorme, je crois, 40% en quelques années. Effectivement, exponentielle. Après, c'est vraiment des caractéristiques qu'on va retrouver quasiment chez tous les sites e-commerce de pièces d'occasion ou voilà, tous les distributeurs de pièces d'occasion. On est sur une croissance effectivement entre 30 et 40% annuelle. Chaque année, les centres VHU qui travaillent avec nous, qui sont partenaires de nos solutions, vont informatiser plus de 10 millions de pièces. Et c'est plus d'1 million de pièces qui sont vendues, qui ont été vendues en 2023. On va avoir un chiffre encore plus élevé en 2024. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez un nouveau centre VHU qui rentre, ça augmente l'offre effectivement disponible. Et cette offre, elle part aussi vite qu'elle arrive. La demande est très forte. Alors, ça sur des pièces très demandées, effectivement, là, la pièce va partir immédiatement. Il y a des pièces qui peuvent être informatisées le matin à 9h. À 9h30, elles sont mises en ligne et elles sont achetées à 9h35. On a vraiment des pièces qui sont extrêmement recherchées. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'utilisateurs réguliers, notamment les réparateurs, les professionnels de la réparation. Si je vous parle un petit peu d'historique d'Opisto, on a commencé il y a plus d'une dizaine d'années avec notre site juste pour les particuliers. Là, on avait 100% de particuliers qui achetaient des pièces chez nous. Petit à petit, on est venu travailler le professionnel. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est plutôt sur un mix à 80-20 en faveur du réparateur. C'est-à-dire que 80% du chiffre d'affaires généré par les centres VHU sont réalisés avec les professionnels, effectivement. Okay. Quelles sont les nouvelles pièces qui sont arrivées sur l'offre, qui sont venues compléter l'offre, qui n'étaient pas là avant ? C'est-à-dire, on va beaucoup plus loin dans la pièce mécanique, par exemple, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je sais qu'on va en parler un petit peu après. Au Piston, on a un outil aussi d'aide au démontage qui va venir renseigner les centres VHU sur les pièces à valoriser, les pièces à démonter, celles qui sont le plus recherchées sur nos marketplaces, avec un système qui va venir nous donner cette information-là et on va l'injecter directement au moment où le centre VHU va vouloir informatiser son stock. Donc on va dire que en moyenne un centre VHU qui travaille avec Opisto, ça c'est un chiffre très important, il va démonter 27 pièces en moyenne par véhicule. Là où la moyenne du marché, pièces, ouais. C'est un doublement en moins de 10 ans, ça. C'est effectivement un doublement en moins de 10 ans et c'est aussi ça veut dire que vous avez la moyenne nationale. Oui. Pardon, excusez-moi, je vous coupe beaucoup, mais c'est un sujet hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pièces mécaniques en plus des pièces de robe.
Ce qu'on appelle les pièces de robe, c'est les pièces de carrosserie. Effectivement, il y a de plus en plus de pièces mécaniques. Après, aujourd'hui, on a aussi la concurrence du Riemann. Nous, au final, au piston, on ne propose que de la pièce d'occasion provenant des centres VHU agréés. Il n'y a pas de pièces remanufacturées. Donc aujourd'hui, alors, quand on parle de volume de chiffre d'affaires, c'est plutôt la pièce de robe, les pièces de carrosserie qui représentent la majorité, 70% de la valeur de vente. La valeur de vente, ouais, d'accord. Oui, avec un prix moyen élevé aussi peut-être. Avec un prix moyen qui est plus élevé forcément, et puis des pièces aussi qui sont captives. Bon, je sais pas si pas besoin de rentrer dans le détail, mais effectivement, c'est là où la pièce d'occasion et la pièce de robe d'occasion tire son épingle du jeu. Donc il y a de plus en plus de pièces. Il faut aller fouiller sur les catalogues effectivement et oser demander telles pièces mécaniques parce qu'il y en a de plus en plus effectivement. On dit 27 pièces en moyenne. Ça veut dire que certains centres, Patrick, en font 50 ou plus. Et on est à 47 pièces chez moi. Chez vous, voilà. Oui. Un bon élève. Vous vouliez parler d'un produit qui s'appelle les jantes et qui aujourd'hui et pas une poule aux œufs d'or, mais c'est un produit qu'il fallait remplacer tout le temps. Avec les jantes diamantées, ça coûte une fortune. On sait les remanufacturer. Voilà. Je pense que, comme on l'a dit, aujourd'hui, la demande est de plus en plus forte. Alors, quand on va parler de notre CA d'entreprise, on parle beaucoup de pièces de robe. Pourquoi? Parce que on a des donneurs d'ordre qui s'appellent les assureurs, qui ont poussé aujourd'hui dans la salle. S'il y a des carrossiers, ils vont vous le dire. Il n'y a pas aujourd'hui. Vous avez l'expert sur le dos. Vous avez tout le monde qui vous pousse et vous dit il faut la réemploi, du réemploi, du réemploi. Donc aujourd'hui, le donneur d'ordre, il est très puissant dans la carrosserie, et c'est pour ça que dans notre CA, quand on parle d'augmentation, c'est pas notre CA de vente de pièces qui a baissé en mécanique, c'est le CA de la carrosserie qui a progressé. Bien sûr. Mais malgré tout, la mécanique, c'est quand même le nerf de la guerre chez nous. Je rappelle quand même que les moteurs en deuxième monte, sur un véhicule, 77% est fourni par le réemploi. 77% des moteurs en deuxième monte. Donc, la mécanique, ça a toujours été notre plus gros chiffre d'affaires. Par contre, justement, quand on voit, et l'a dit Mathieu, le souci que l'on a, c'est que, malheureusement, les réparateurs carrosserie, ils veulent des pièces avant. Les chocs, c'est 75% des chocs sont avant gauche, mais malheureusement les véhicules qu'on rentre sont accidentés à 75% à l'avant gauche. Donc on a forcément un problème d'offre et de demande. Donc c'est compliqué. Donc la question et là c'est poussé par les assureurs entre autres et les grands donneurs d'ordre, et les experts entre autres qui nous disent comment faire mieux. On a montré comment faire mieux. Et nous, on leur dit, mais il faut ouvrir alors, je suis un peu dur des fois, j'en dis, il faut ouvrir vos chakras et aller un petit peu plus loin que les pièces de robe. Pourquoi? Parce que je rappelle que la réglementation, je vais juste faire un petit rappel sur la réglementation. La réglementation impose aux réparateurs de proposer une alternative avec la PIEC. Alors, je vais revenir après sur qu'est-ce qu'on entend par la PIEC. Mais derrière, il dit, il faut faire une proposition de remplacement, mais il ne fait pas d'interdiction de vente de pièces. Je rappelle, c'est-à-dire, il n'y a pas des familles qui sont interdites. Je rappelle qu'en France et en Europe, à l'heure où on se parle, il n'y a aucune interdiction de vente de pièces. Donc, on peut vendre des coussins gonflables, on peut des airbags, on peut faire des plaquettes de frein, on pourrait tout faire. Sans aller jusqu'aux airbags, on peut prendre l'exemple du système de freinage. Le mètre-cylindre, par exemple. Exactement. Alors c'est pas du tout interdit. C'est absolument pas. Alors comment est-ce qu'un réparateur peut avoir confiance dans un centre VHU quand il cherche un mètre-cylindre, par exemple? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? C'est-à-dire, est-ce que le centre VHU est capable de garantir non seulement la traçabilité et la qualité? Il le fait puisque dans le cadre de nos certifications, il y a tous les contrôles qualité qui ont été opérés dessus. Et je rappelle que cette loi sur l'obligation de proposer la pièce de réemploi vient d'être augmenté cette année, puisqu'il y a la nouvelle réglementation qui vient de sortir, rajoutant aux véhicules les deux roues. Et dans la moto, tout ce qui est deux roues, si on élimine les pièces de freinage, il n'y a plus grand-chose. C'est un des premiers marchés qu'ils ont, les disques de frein, les étriers, dans le deux roues. Donc aujourd'hui, c'est la règle. Donc la question, c'est qu'on dit, donc la PIEC, je rappelle aussi que les pièces d'économie circulaire, c'est deux produits, c'est la pièce de réemploi et la pièce remanufacturée.
Donc c'est les deux produits, puisque une pièce de réemploi, c'est une pièce, une pièce d'occasion qui a été contrôlée, donc et la deuxième, c'est une pièce remanufacturée, c'est une pièce d'occasion qui a été remise à neuf. Donc, mais c'est toujours au départ une pièce d'occasion. Donc dans l'économie circuit, dans la PIEC, il y a ces deux produits-là. Oui. C'est le premier. Quand on veut, par contre, alors améliorer les performances, on dit aux assureurs et aux donneurs d'ordre, puisque derrière assureurs, il y a experts, experts et réparateurs. Donc on travaille avec les experts et les réparateurs en leur disant il faut ouvrir les familles de pièces réutilisées. Si vous ouvrez pas les familles de pièces que vous réutilisez, on va plafonner. Quand vous dites ouvrir, c'est-à-dire accepter davantage de pièces, accepter dans les réparations autre chose que les pièces de robe. Et alors, je donne forcément la jante comme étant un élément majeur qui peut être déterminant. Pourquoi je donne cet exemple de la jante? Parce que on sait qu'en sinistralité, un sinistre sur 3, il y a un remplacement d'une jante. Un sinistre sur 3. C'est les stats assurance, c'est pas moi qui les ai sortis. Je rappelle qu'en France, il y a 4 millions de sinistres par an quand même. D'accord? Donc, ça fait quand même du volume de jantes. Ça fait du volume de jantes. OK? Et la jante, aujourd'hui, on accepte la réparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend une jante à l'U, on l'envoie en réparation, on la ressoude, on la relustre et on la remet en circulation. Et on n'accepte pas des pièces de réemploi. Jusqu'à présent, sur une automobile, il y a quand même 4 roues. Bon, il y en avait 5 dans le temps, maintenant il y en a 4. Peut-être que demain ils en feront 3. Mais aujourd'hui, ils mettent encore 4 roues sur une voiture. Quand on a un sinistre, on a une jante de toucher, peut-être 2 jantes de toucher, mais il en reste 2. Et pourquoi ces 2-là, on ne pourrait pas les vendre en réemploi, sachant qu'il y a un sinistre sur 3 où il y en a besoin. Donc, la question pour nous, et je donne l'exemple des jantes, mais c'est les nouveaux dossiers qu'on a ouverts avec les assureurs et les réparateurs, c'est comment ouvrir les familles. Quels sont les modes de contrôle que vous voulez qu'on opère sur les produits, quels sont les critères, de façon à ce que ces produits-là, on puisse les mettre sur le marché. Pour vous donner un exemple, dans un autre univers qui est la moto, il y a une société, un confrère, Surplus Moto, Surplus Auto, Surplus Moto, qui va jusqu'à mesurer précisément avec des outils de métrologie une fourche d'occasion, une fourche de réemploi et la vendre en réemploi sur une moto qui a eu un accident. Vous vous rendez compte? Un centre VHU qui fait ça, c'est d'une précision absolue. C'est au demi-millimètre, quoi. Donc, ça veut dire qu'un centre VHU, quand il s'en donne les moyens, il a la capacité de proposer, d'élargir les familles, comme tu disais, Patrick, à des pièces qui sont très techniques. Et c'est ça. Soyez curieux, interrogez les centres VHU sur leur savoir-faire, parce qu'on ne le sait pas. Ils ont un super savoir-faire, quoi. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de pièces reconditionnées. Donc, on a 2 termes qu'on voudrait bien qu'ils soient bien clairs. On a le produit reconditionné et le produit remanufacturé. Le produit reconditionné, c'est un produit remis en état. C'est-à-dire qu'on a tout contrôlé et on fait en sorte que le produit réponde au cahier des charges. Mais sans changement de pièce majeure. Une remanufacturée, c'est un produit qui a été remis à neuf, sur lesquels on a changé un certain nombre de pièces. Mais ok. Voilà. On va juste faire un petit point avant de vous passer la parole pour que vous puissiez poser quelques questions avec vous, Joao Mursa, sur la notion de rentabilité. Vous avez commencé un peu par ça en disant la marge, etc. Donc, à l'inverse, je vous pose l'autre question, c'est comment est-ce que vous pouvez convaincre un réparateur que c'est rentable d'utiliser de la pièce de remploi? Alors, dans tous les cas, ça va être rentable pour lui parce que, par exemple, on parlait de 17 millions de voitures à entretenir, de voitures de plus de X années. Le parc de plus de 15 ans est traité à 13% par les concessionnaires et à 60% par les réparateurs indépendants. Donc 17 millions de voitures, quand on multiplie ça par le nombre de réparateurs, ça fait un beau business à avoir. Un business potentiel. On parle de 40 millions de voitures en parc. Chaque voiture vient une fois, il y a une entrée atelier par voiture dans l'année. Donc ça veut dire que tous les réparateurs les réparateurs sont censés voir la voiture au moins une fois dans l'année. Donc, oui, bien sûr. Mais quand un réparateur dit, moi je fais ma marge sur la pièce quand je la remplace et je la fais beaucoup moins sur la pièce de remploi, quelque part il a raison. Mais la main d'œuvre, si on la facture au juste prix, quelque part, ça vient compenser, enfin il me semble.
Bah, oui, et puis ça va lui permettre aussi de conserver son client, d'utiliser une Sauf pièce. quand on une passe pièce de des remploi. heures à redresser une porte, mais là, on est Ouais, plus là, dans on va le parler même sur la sujet. partie carrosserie, mais On n'est pas dans le même sujet. Mais même quand on répare un alternateur qui a été démonté, peut-être qu'il a des traces aussi de vie, tout simplement. Mais vous le disiez, hein, enfin, une voiture d'occasion, c'est une voiture d'occasion. Une pièce d'occasion, c'est une pièce d'occasion. Elle est unique, cette pièce. On en met 3 à côté, elles se ressemblent pas. Pour autant, c'est les 3 mêmes. Donc oui, Ça me fait penser au métier de négociant VO, c'est-à-dire quand on prépare un véhicule d'occasion, on fait des choix. C'est-à-dire un véhicule d'occasion, vous pouvez très bien vouloir du quasiment neuf. Dans ces cas-là, vous avez un boulot de dingue et c'est peut-être pas rentable. Par contre, quand vous vendez un véhicule d'occasion et vous décidez de ne pas faire le tour de carrosserie, mais de vous concentrer sur la sécurité et la mécanique, on s'aperçoit que le client, il y a une grosse partie des clients qui acceptent un véhicule d'occasion qui n'est pas parfait à l'extérieur, mais qui est sécure au niveau mécanique. Et ben, c'est la même chose pour la pièce de réemploi, me semble-t-il. C'est-à-dire, on doit vérifier que la pièce de réemploi, elle est au top au niveau de sa traçabilité, de sa qualité, bien sûr, de ses propriétés intrinsèques. Maintenant, on va proposer de la pièce qui n'est pas forcément parfaite en robe, et en mécanique, c'est encore une autre démarche. Voilà. Oui, alors c'est pour ça que le réparateur, on a deux chemins à parcourir avec lui. Bon, quand on parle de marge, je vais venir d'abord sur la marge et après sur la problématique. De manière assez rapide quand même. Bah oui, je suis toujours très bavard. Je suis désolé. Mais sur le problème de la marge, alors déjà, on voit les nouveaux réparateurs. La jeune génération de réparateurs est beaucoup plus ouverte. C'est le premier point. Le deuxième, c'est aussi générationnel aussi, parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes, le réemploi ne les arrête plus. Aujourd'hui, on parle de vêtements d'occasion. Ça ne situe pas aujourd'hui socialement quelqu'un s'il achète quelque chose, un produit en occasion. Donc, on voit nous le marché s'ouvrir. Je disais régulièrement qu'on a des communautés de communes, on a des agglomérations qui travaillent, qui ont des comptes ouverts dans nos établissements. Donc, on voit que le produit communique. Le deuxième, c'est que le réparateur, faut qu'il apprenne. Je suis désolé de le dire des fois, mais certains de faire leur marge. Pourquoi? Sur un produit simple, sur un produit neuf, c'est simple. Il a 18%, il a 20%, il a 25%, il a 30% de remise, il a le prix, il sait combien il gagne en euros. Mais sur une pièce de réemploi, je rappelle quand même que le prix de vente moyen des pièces de réemploi est le tiers du prix neuf. Donc, rien n'empêche aujourd'hui un réparateur d'y mettre en euros cette marge sur ce produit. C'est bon, après difficile de faire forcément accepter par certains assureurs, mais c'est un débat qu'on doit avoir. S'il gagne sur un produit à 1 000 euros neuf, il a 20% ou 30%, il a 300 euros. S'il achète la pièce le tiers 300 euros, pourquoi il pourrait pas la vendre 600, puisque l'assureur ou le client gagnera toujours 400 euros. Au lieu de 1000. Au lieu de 1000, et il aura toujours ses 300 euros de marge. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, je me souviens plus de ce que je voulais dire. Donc voilà. Non, mais alors on va vous laisser la parole. Voilà. Bon, donc merci messieurs de toutes ces précisions sur ces sujets. On prend vos questions. Et pour ça, j'ai un micro très rigolo. Vous allez voir. Je vais vous le donner, puis vous allez parler dedans. Voilà. Il y en a un qui veut essayer le micro? Ou une? Dites-nous, quelles sont vos questions? Ou alors est-ce qu'on vous a tellement scotché que vous allez repartir à aller acheter immédiatement des pièces de réemploi à la sortie de Chantilly? Il y a peut-être un centre VHU, non, à Chantilly, je sais pas. Peut-être que certains qui sont venus de Paris sont passés devant Carico à Saint-Vice. Vous êtes passé devant. Il se voit de l'autoroute A1 et il se voit de la départementale qui ramène à Chantilly. Alors ils sont tous passés. Enfin, tous les gens qui viennent de Paris sont passés devant un centre VHU. Bon, il y en a partout, de toute façon. Carico. Alors, questions, réactions, remarques, opposition. Voilà. Hop, j'y vais. Je vais vous céder. Normalement, on peut le lancer, mais je vais pas le faire. Vous vous présentez en un mot et puis vous posez votre question. Merci. Bonjour à tous. Donc, vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Je travaille pour Speedy, donc réparateur automobile. Je voulais savoir à quel point ce modèle économique de réemploi peut s'adresser justement aux réparateurs tels que Speedy. Bonne question. Qui veut répondre, messieurs? Ah, comme quoi, on fait pas toujours les malins. Hein. Ouais, je peux commencer après, Patrick, si tu veux compléter. On va dire que nous, chez Opisto, et j'allais dire dans l'ensemble de la profession,
On a cette ambition de pouvoir démocratiser, ça c'est le maître mot, se dire que vraiment dans chaque sinistre automobile, chaque réparateur, chaque centre auto, Speedy, on va dire fast fitter, il y a quand même un besoin et une possibilité, une opportunité de faire appel à la pièce d'occasion. Comme l'a dit Joao, ça peut être aussi pour fidéliser un client. C'est beaucoup ça. C'est se dire un véhicule où l'automobiliste n'aurait pas pu avoir le budget pour allouer à de la pièce neuve. À ce moment, la pièce d'occasion va être vraiment une réelle alternative. Et ce client-là va se dire, moi je serai le premier d'ailleurs à me dire, mon centre auto me propose aussi de la pièce d'occasion, une solution à moins cher qui économiquement me va. À ce moment-là, je vais me dire, il y a une certaine honnêteté dans la démarche aussi. Et une démarche à trouver la solution pour son client. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être valorisé dans n'importe quel centre auto ou centre de réparation automobile, que vous soyez Speedy ou que vous soyez un aide expert. Pour moi, Pardon, est-ce que c'était le sens de votre question ou est-ce que c'était une question un peu orientée différemment par rapport au volume dont vous pourriez avoir besoin? Parce que Speedy, c'est quand même... Ouais, on a parlé très peu de pièces mécaniques, ouais. Donc, alors, voilà, donner confiance. Donc, la première chose, c'est que déjà, je rappelle que vous avez une obligation réglementaire, d'accord, de proposer de la pièce de réemploi. C'est la première chose. Donc, ça, c'est le premier point. C'est fait, ça, dans les centres? Je rappelle quand même que la dernière enquête de la DGCCRF, Direction Générale Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes, a analysé que 71% des professionnels ne répondaient pas à leurs obligations réglementaires. Donc, les prochaines enquêtes pourra peut-être ils n'ont pas délivré d'amende ni rien du tout aujourd'hui. La prochaine fois, on aura les noms. Ce sera pas la même chose. 71%, c'est important. Donc, par contre, aujourd'hui, la profession, et comme l'a dit mon collègue Mathieu, concernant Opisto, mais il y a d'autres aujourd'hui acteurs sur la place de marché de pièces de réemploi. Aujourd'hui, je ne vois pas, honnêtement, comment aujourd'hui une enseigne ne pourrait pas contractualiser à un moment avec des acteurs avec un acteur de place de marché pour pouvoir avoir une vision de ce qui est disponible. Parce que vous trouverez tout sur nos sites. Aujourd'hui, aussi bien de la pièce de carrosserie que de la pièce mécanique. Et tous répondront à des critères qualitatifs. D'accord? Et de garantie. Les garanties sont contractualisées. Aujourd'hui, on apporte un service complet. Livraison, ouverture de compte, enfin voilà. Donc aujourd'hui, pour un professionnel, le métier s'est organisé autour d'acteurs, bien sûr, parce que effectivement, il y a un millier d'acteurs qui produisent de la pièce, et donc c'est ce millier-là, ils savent que pourquoi on a créé des marketplaces où certains en ont créé ou d'autres de recycleurs en ont créé, c'est parce qu'on sait très bien que la difficulté majeure, c'est de mettre en rapport celui qui l'a et celui qui le cherche. C'est le principe même de l'occasion. Donc, il fallait bien qu'on crée quelque chose pour pouvoir le faire. L'idée, c'est contractualiser avec... Contractualiser, oui, je pense un intermédiaire qui propose une offre pour large. pouvoir répondre à vos centres quand on travaille nous on travaille forcément avec des Speedy, des Midas ou d'autres, ou Neuroto, et effectivement, eux, ce qui les intéresse, c'est j'ai une question, je trouve pas, je propose. Et ça libère aussi la réglementation. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait votre recherche sur un centre démontre que vous avez fait l'action qui vous a été imposée par la réglementation. Après, vous avez les catalogues électroniques aussi, comme Précis de Sidexa. Enfin, on peut citer des marques de temps en temps. Oui, mais il y a plein de centres, ma pièce d'occasion et compagnie. Vous avez déjà fait une recherche précise? Vous avez déjà fait un benchmark de tout ça ou pas encore? Vous vous interrogez? Vous avez raison, bien sûr. Okay. Très bien, merci de cette question, à laquelle on ne pourra pas répondre complètement et pas vous apporter des recettes toutes faites. Une autre question, pardon. Emmanuel, juste pour compléter et finir là-dessus avec madame. Je pense que les facilitateurs aussi ont beaucoup de besoins sur ce qui fait partie du top 10 aussi des ventes des déconstructeurs, c'est-à-dire les optiques, c'est-à-dire aussi les rétroviseurs. Chez nous, ça fait vraiment partie, c'est deux organes qui font partie du top 10 des ventes. Donc vraiment, ne pas négliger l'apport que pourraient avoir les offres des centres VHU et des offres notamment mutualisées sur lesquelles vous risquez de trouver véritablement des résultats à vos demandes. Et effectivement, se mettre en conformité et pouvoir, nous, chez Opisto, on a aussi un rapport d'indisponibilité. Si vous faites la recherche mais que vous ne trouvez pas de résultat, vous pouvez télécharger un rapport d'indisponibilité et le montrer à votre client, à l'expert, n'importe quel donneur d'ordre. Voilà.
Autre question pour terminer notre table ronde? Oui, madame. Je vous apporte le micro, jouet. Oui, bonjour. C'était en fait un peu pour rebondir sur ce qu'a dit en fait Monsieur Poncelet concernant le lien entre donc centre réparateur et centre VHU, donc la pièce qui a besoin de la pièce. Est-ce que donc aujourd'hui, est-ce qu'il des moyens sont mis en place pour faciliter ou éventuellement créer, s'il n'existe pas en fait ce lien entre les deux? Donc est-ce que les syndicats en fait qui se soient en fait permet de créer cette relation pour que ça facilite en fait. Parce donc, que pour vous êtes réparateur, c'est ça? Centre VHU. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque? J'ai pas compris. Non, en fait, c'est plutôt en fait, je pose la question si je viens en fait, je viens de rejoindre. Oui, par rapport en fait aux réparateurs, est-ce qu'il y a un besoin en fait de connaître? Mieux connaître votre métier. Mieux connaître le métier et aussi connaître où le chercher, en fait, connaître exactement, localiser. Donc, dire, par exemple, il y a un réparateur en région parisienne, en fait, avoir autour de lui, savoir qu'il y a autant de centres VHU qui pourraient fournir donc les pièces. Est-ce que ce lien existe aujourd'hui ou Patrick, c'est une bonne question. Oui, un certain nombre de centres travaillent sur ça, puisque aujourd'hui, on parle d'Opisto, mais bon, je suis aussi président d'une autre société du marketplace qui s'appelle Recycler mon véhicule. Aujourd'hui, quand vous commandez une pièce, vous pouvez savoir, vous avez votre bilan carbone du transport de la pièce pour avoir la pièce la plus proche de chez vous. Donc, vous voyez, il y a déjà au niveau des centres et au niveau des plateformes, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites pour pouvoir, parce qu'on est parfaitement conscient, et que la régionalisation a une importance capitale, parce que il y a les problèmes de garantie, il y a les problèmes d'après-vente, il y a beaucoup de choses, et on sait que le réparateur aime avoir un centre pas loin de chez lui. Donc ça c'est important dans notre organisation de pouvoir cibler ça. Donc on y travaille, la réponse est là. Ok, très bien. Écoutez, y a-t-il encore une dernière question avant de vous libérer, que vous puissiez profiter de cette journée ensoleillée? Non, ça y est, c'est fini? Bon, très bien. Alors, merci à nos intervenants. Je crois que vous pouvez les applaudir pour leurs efforts de pédagogie. Dans quelques minutes, à 11h30, ici même, une nouvelle conférence qui sera dédiée aux déchets d'atelier, à toutes les bonnes pratiques, la refacturation. Ça sera une table ronde très très concrète pour le monde de la réparation automobile. Et puis je vous souhaite une excellente journée aux rencontres de l'environnement automobile.